Les portes claquent pour les investitures avant les législatives qui auront lieu le 11 et 18 juin prochain, surtout à En Marche, à La République En Marche. C'est justement avec un des soutiens de Emmanuel Macron que nous sommes ce matin, Jérôme Grandénon. Alors, Valls, pas investi par La République En Marche, c'est normal ça ? C'est normal, il semblerait qu'il n'ait pas fait les démarches pour, mais au-delà de ça, c'est clair que l'enthousiasme très relatif avec lequel sont accueillis ces offres de service sont un signe très encourageant pour tous les électeurs de droite qui ont voté Emmanuel Macron, qui attendaient ce genre de signal. Oui. Qui attendent ce genre de signal aujourd'hui. Qui attendent ce genre de signal pour voir de quel côté penche la balance. Hein. Ben pour se décider de savoir si le 11 et le 18 juin, ils votent pour les candidats En Marche ou s'ils reviennent voter pour ceux pour lesquels ils votaient jusqu'à présent, Républicains et UDI. D'accord. Vous comprenez les méthodes quand même de sélection là, des candidats ? Ben, quoi qu'il arrive, bon, Jean-Paul Levoy est quelqu'un de très expérimenté. Puisque c'est lui qui dirige la commission. Le travail était titanesque, puisque le choix... 14 000 candidats. Hein. 14 000, pas loin de 15 000 offres de candidature. Il a fallu faire un tri, et ensuite, en fonction de chaque circonscription, de trouver le bon profil. Le travail est absolument gigantesque. On va voir demain ce qu'il va en sortir. C'est un pari parce que jamais personne, au moins en France, s'est lancé dans une législative avec ces méthodes-là. Avec des candidats Internet. Avec des candidats Internet, des détracteurs qui disent ça. Avec des candidats qui sont sélectionnés au départ sur dossier, avec des candidats effectivement qui sont venus de nulle part, dont beaucoup ce sera la première expérience politique et le premier combat électoral. C'est un défi énorme. Vous avez posé votre candidature ? Non, du tout. Est-ce que les ralliés de droite dont vous faites partie trouvent leur place à La République En Marche ? Vous savez, moi, j'ai rallié Emmanuel Macron. Vous étiez directeur de campagne pendant la primaire de la droite de Bruno Le Maire. Parce que justement, j'ai voulu être cohérent. Pendant 4 ans, il y a eu une expérience avec Bruno Le Maire qui a visé effectivement à imposer le renouveau, une nouvelle génération aux commandes. Le résultat, ça n'a pas marché avec la prime dans la Il a fait moins de 3%. Oui, emporté par la vague Fillon, c'est de façon claire. Mais mon souci, c'était quand même, très modestement à ma place avec mon expérience, d'essayer d'aider la nouvelle génération, et une nouvelle génération qui, je dirais idéologiquement... C'est pas grave, on va l'éteindre. C'est pas grave, on va l'éteindre. C'est du direct. Je suis absolument désolé, normalement. Alors, donc une nouvelle génération, on continue quand même. Cette nouvelle génération... Et donc j'ai rejoint Emmanuel Macron justement parce qu'il m'apparaissait comme porteur de ce renouveau. D'accord. C'est un homme autoritaire, non ? C'est un homme autoritaire. Non, autoritaire, je ne dirais pas ça. C'est un homme qui a compris depuis longtemps, c'est parce que c'est en ça qu'il a l'étoffe d'un chef de l'État, qu'au sommet de l'État, on exerce le pouvoir seul. Je crois qu'il l'a monté de façon assez belle et assez émouvante le dimanche soir. Vous avez aimé les images du Louvre, voilà, tout ça, Eh ben, c'était déjà le signal, effectivement, qu'il avait compris qu'au sommet, quand on est investi par le peuple, le pouvoir s'exerce seul, dans la solitude. Qu'est-ce qui différencie Bruno Le Maire de Emmanuel Macron ? Alors vous allez me dire, il y en a un qui est président aujourd'hui. Oui, c'est une vraie différence. Voilà. Dans le discours, il est clair, pour moi c'était clair, et ce qui m'a permis de passer chez Emmanuel Macron, que dans le discours politique, il y a un évident cousinage entre le discours d'Emmanuel Macron et le discours de la droite, je dirais, recentrée, et même aujourd'hui, du discours, du programme politique tel que l'a présenté Éric Woerth hier pour LR. Ouais. On a élagué tout ce qui représente des aspérités très conservatrices, et aujourd'hui, honnêtement, les différences sont des différences de curseur, mais certainement pas des différences fondamentales de principe entre ce que propose LR aujourd'hui pour ses candidats aux législatives et la République En Marche. Vous approuvez les offres de service de Bruno Le Maire à Emmanuel Macron ? Ayant moi-même rallié dès janvier, je peux difficilement critiquer cette démarche-là. Mais il s'est grillé auprès des Républicains, là, Le Maire. Le problème n'est pas de savoir auprès de qui on se grille. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Le problème est de savoir, la France se porte très mal.
Le résultat de score du Front National est encore un thermomètre tout à fait éloquent là-dessus. Le problème est de savoir est-ce que raisonnablement les gens, les responsables politiques qui partagent des mêmes valeurs puissent décider de travailler ensemble pour remettre en ordre ce pays qui en a besoin. Ouais. Donc là, abandonner un peu les chicayas politiques pour essayer d'être raisonnable, je pense que c'est la bonne démarche. Évidemment, ça ne va pas sans des grincements de dents, puisque ça implique effectivement de se démarquer par rapport au discours dominant actuellement des Républicains. Bruno Le Maire pourrait être le Premier ministre d'Emmanuel Macron? Je n'en ai pas la moindre idée. Il faut que ça soit un Premier ministre de droite? À ça, c'est évident que c'est un signal qu'attendent les électeurs de droite. Vous savez, le Figaro, qui a donné des informations très très utiles en permanence et des tableaux, oui. Après le premier tour, a montré que dans quelle circonscription Emmanuel Macron était en tête. Oui. Ce qui apparaît et qui est très parlant, c'est qu'en gros, sur un peu plus de 200 circonscriptions, il y a 3/4 de circonscriptions de gauche et 1/4 de circonscriptions de droite. Oui. Ça veut dire en gros, à la louche, que sur les 24% des voix qui ont porté Emmanuel Macron au deuxième tour, il y a 5-6% de voix qui viennent sans doute d'électeurs qui normalement votaient à droite. D'accord. Il y a un besoin essentiel de ces voix pour les candidats de la République En Marche pour être au deuxième tour. Il faut passer le cap des 20%. Donc il y a besoin de ça. Donc cet électorat-là, il a besoin d'un signal. Le seul signal qu'Emmanuel Macron peut donner aujourd'hui, c'est le Premier ministre et la composition du gouvernement. Ouais. Il est clair que s'il n'y a pas des signaux forts là-dessus, le risque pour Emmanuel Macron, c'est que cet électorat-là déçu revienne voter pour des électeurs, pour des candidats républicains, et à ce moment-là, un risque à ce moment-là de cohabitation sèche. Combien de... Bon, donc un Premier ministre, 15 ministres, 5 ministres de droite, 5 de gauche, 5 de société civile, c'est ça? C'est quoi la règle? La règle est dans la tête du futur président de la République et je n'ai évidemment pas l'information. Il peut trouver une majorité, Macron? Oui, il peut trouver une majorité dans la mesure où justement sur le discours politique tel qu'il est aujourd'hui arrêté au sein de LR, très vite il y aura, je dirais matériellement, la difficulté pour des députés élus sur ce programme-là d'expliquer pourquoi ils vont contre des décisions qui sont très proches du programme du discours sur lequel ils auront été élus. Ouais. Et c'est un... il faut qu'il aille vite, Emmanuel Macron, là-dessus, pour justement enclencher la campagne. Oui, alors le signal, nous l'aurons, semble-t-il, dimanche ou lundi au plus tard, c'est-à-dire le nouveau gouvernement. Mais le nouveau gouvernement lui-même, jusqu'au 18 juin, ne pourra pas faire grand-chose, puisque l'Assemblée a beau être en session, elle ne siège pas. Ça sera une majorité absolue ou une majorité relative? Ça, personne aujourd'hui peut. Alors les Républicains, de leur côté, votre ancien parti, vous avez démissionné des Républicains? J'ai jamais été membre des Républicains. D'accord. Les Républicains, ils doivent... alors eux, ils ont un objectif, la cohabitation. Oui. C'est envisageable, ça? Ça n'est, à mon sens, envisageable que si Emmanuel Macron donne des signes de repli sur lui-même ou de retour vers la gauche. Ouais. Et donc c'est en cela que la composition du gouvernement va être un élément essentiel. D'accord. Vous voyez comment la recomposition du paysage politique, là, à l'avenir? Les partis sont morts? Non, les partis ne sont pas morts, les partis sont absolument essentiels à la vie démocratique. Nous sommes dans une phase de décomposition tout simplement parce que le discours qui était tenu par les partis ne correspondait plus aux attentes des Français. En grande partie. Et puis il y avait aussi un problème de génération. On a trop longtemps vu les mêmes personnes, et on a vu à droite le grand coup de balai via les primaires puis la présidentielle. Mais les partis ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. La preuve en est que même En Marche, qui est le nouveau dans le paysage, s'installe aujourd'hui avec un nouveau nom, comme un véritable parti, avec un réseau, avec des relais. C'est essentiel pour faire vivre la démocratie. Ça vit comme un parti que vous connaissiez, la République En Marche? Ça s'est construit petit à petit comme un vrai parti, et ils ont eu raison de faire comme ça. On a besoin de relais sur le terrain, on a besoin de relais départementaux. Tout cela, ça fait partie des basiques. Sans cela, on n'est pas audible, on n'est pas efficace politiquement. Alors, Emmanuel Macron a dit que l'une de ses premières décisions, ça allait de réformer le Code du travail et qu'il procéderait par ordonnance. Est-ce que vous êtes favorable aux ordonnances? Oui. François Bayrou, beaucoup moins. Oui, à l'évidence. Là, ce qui est en cause, en jeu, c'est l'efficacité et la rapidité. L'efficacité, il faut pouvoir contrôler ce texte.
c'est peut-être un discours pas très parlementariste, mais il est clair que dans un domaine aussi technique, aussi pointu, où chaque détail compte et où chaque virgule va vraiment compter, gouverner par ordonnance est le meilleur moyen de sécuriser l'exercice. Et puis il faut aller vite. Il faut aller vite parce que traîner sur ce genre de sujet, c'est laisser se développer des mouvements sociaux qui peuvent éventuellement bloquer le système. Or, la France a un besoin absolument urgent de cette réforme. Et on peut faire passer des ordonnances comme ça en plein été ? Oui. Si on s'y prend bien, oui. C'est techniquement faisable. Le dialogue social va commencer, là, dès que Macron sera installé. Il est très important, le dialogue social. Mais le dialogue social, en l'occurrence, ne doit pas arriver à un blocage et ne doit pas, cette fois-ci, empêcher que ces mesures, qui une fois de plus sont vitales pour relancer l'emploi en France, soient prises. Alors, vous n'avez pas déposé votre dossier pour être candidat En Marche ? Oh non. Ministre alors ? Certainement pas. Ah bon ? Certainement pas. J'ai un métier, que j'aime beaucoup, dans lequel je me sens très bien. Et il n'y a pas vraiment de raison que j'abandonne ce métier. Alors, une fois que le président sera à l'Élysée, que le Premier ministre sera nommé, qu'un gouvernement sera constitué et que l'Assemblée sera composée, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, j'assisterai de loin à cette jeune génération, en espérant qu'elle sera vraiment capable de redresser un pays que j'aime profondément. Et vous vous êtes inscrit à En Marche ? Non. Non plus ? Non plus. Très bien. C'était le talk de Jérôme Grandenon, l'un des soutiens d'Emmanuel Macron, un soutien qui vient de droite. Et maintenant, eh bien, nous allons passer, chers internautes, à vos questions avec Jean-Baptiste Sémerjian, qui nous a rejoint ou qui nous rejoint dans ce studio. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Jérôme Grandenon. J'ai une première question de la part de Maurice qui vous demande si on procède par ordonnance, à quoi servira le Parlement ? Le Parlement va travailler encore pendant 5 ans pour passer beaucoup de lois, toutes les lois dont ce pays a besoin. Les ordonnances, c'est une technique de création législative qui est prévue par la Constitution, c'est parfaitement légal, on crée de la loi avec une autorisation préalable du Parlement et ensuite avec une ratification du Parlement et la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. Tout cela est quand même, nous sommes complètement... Nous sommes complètement dans la légalité, c'est pas du tout... Bon, c'est dans la Constitution, ça a toujours été utilisé dans l'histoire de la Ve République. Ça n'empêche pas que sur toute une série de mesures, bien évidemment, on recourra à la loi. Une question de Manuel qui vous demande quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle génération, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron ? La conscience que ce pays a besoin de changements en profondeur. Qu'on ne peut pas continuer à jouer avec des rustines en faisant le moins de bruit possible, ce qui a été quand même la caractéristique des 5 ans de la présidence de François Hollande. Il y a ce besoin de changer ce pays en profondeur, quitte éventuellement à bousculer les codes existants. Ce que fait Macron. Ce que fait Emmanuel Macron. Une question de Alain qui vous demande comment est-ce que Emmanuel Macron compte écouter la rue. Il y a notamment eu des manifestations lundi dernier contre Emmanuel Macron. Quoi qu'il arrive, il y aura besoin d'un dialogue social, il y a besoin d'écouter le pays. Ce n'est pas pour autant qu'on attend aujourd'hui d'un président et du nouveau gouvernement qu'il cale dès qu'il y a quelques centaines de personnes dans la rue. Le droit de manifester est un droit fondamental, ça n'est pas pour autant suffisant pour bloquer la volonté des Français telle qu'ils l'ont exprimée dimanche dernier. Du coup, quelle est la position d'Emmanuel Macron sur la démocratie sociale et ses relations avec les différents syndicats ? Mais c'est clair que le dialogue social va continuer et il fait partie aussi des composantes de notre démocratie. On a pu le voir à Whirlpool d'ailleurs, où il avait commencé par un dialogue social. Exactement. Question de François qui vous dit pourquoi réformer la loi de travail alors qu'elle commence à peine à être appliquée ? Parce qu'elle n'allait pas. Loi aussi, appelée loi Macron. Parce qu'elle n'allait pas assez loin, justement. Il y avait une loi Macron qui est devenue El Khomri, et le El Khomri était quand même très très édulcoré par rapport au projet Macron. Il y a juste une évidence là-dessus. L'évidence, c'est de regarder ce qui se passe dans des pays à économie à peu près similaire, la Grande-Bretagne d'un côté, l'Allemagne de l'autre. Pourquoi est-ce qu'ils ont 5% de chômage là où nous en avons 10%? La seule explication qui tient la route, la seule et unique, c'est que nous avons un système qui est beaucoup trop rigide et qui ne donne aucune espèce de souplesse et qui donc n'incite pas les employeurs à créer de l'emploi. Vous êtes juriste, donc la loi, vous connaissez bien. Lino vous demande, que compte faire Emmanuel Macron contre les fichiers S ? Pour le moment, la proposition d'Emmanuel Macron, c'est de créer une task force directement à l'Élysée, entièrement dédiée au combat contre le terrorisme. Je pense que c'est dans ce cadre de cette task force que la réflexion sera menée.
Quel impact cela peut avoir? Gagner du temps? Quoi qu'il arrive, le fichier S est un élément de renseignement, un élément d'information qui est essentiel pour protéger nos concitoyens. Ça n'est pas aujourd'hui... La solution n'est pas comment est-ce qu'on transforme tout d'un coup ces fichiers S en billets d'avion de retour. La problématique est comment est-ce qu'on judiciarise le combat du renseignement. Quand on passe du renseignement à la sanction via un juge. Est-ce que, à votre avis, on lui a fait le reproche, on a dit qu'il était calé sur le front économique, sur les sujets économiques. Est-ce que, à votre avis, il a fait la preuve qu'il a aussi en main les sujets sécuritaires? Je pense clairement dans les débats qu'il a fait la preuve qu'il maîtrisait l'ensemble des problèmes majeurs qui frappent notre pays. Ensuite, ça sera devant le mur qu'on va voir le maçon. D'accord. Marion Maréchal Le Pen s'est mis en congé du Front National, enfin en tous les cas se retire de façon provisoire. Comment vous interprétez ça? Bon, ça, je n'en ai pas... Pour des raisons personnelles, officiellement. Si ce sont des raisons personnelles, je les comprends tout. Est-ce que le Front National, finalement, connaît les mêmes crises, les mêmes soubresauts que les autres partis? Parce qu'il y a des tiraillements intérieurs. Sans doute. Moi, je n'en connais que ce que je lis dans la presse. Ouais. Les tiraillements existent à l'évidence. Eux aussi ont quand même peut-être deux courants très antagonistes. Ouais. Et puis il y a un résultat qui est en deçà de ce qu'attendaient les dirigeants du Front National. Du parti. Une question de Gatiano qui dit: est-ce que M. Macron compte supprimer des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière à court ou bien à long terme? Et au-delà de ça, quelle va être la politique hospitalière en France? Là, bon, il y a, quoi qu'il arrive, et Emmanuel Macron l'a très clairement dit, besoin de diminuer la dépense publique. Diminuer la dépense publique, derrière ce terme technocratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire les dépenses de fonctionnement à la fois de l'État et des collectivités. Réduire les dépenses de fonctionnement, c'est aussi réduire un certain nombre de personnels. Là-dessus, il y a un levier qui est assez simple au départ, sur les départs à la retraite qu'on ne renouvelle pas. Et donc, il n'est pas question de licencier qui que ce soit. Il y aura à peu près 700 000 départs à la retraite de fonctionnaires dans le quinquennat. Ça laisse une grande marge, il est clair, pour choisir lesquels on ne renouvelle pas. Dans la fonction publique hospitalière, c'est évident que ça n'est pas tout le personnel qui est proche du malade ou du patient. Cela, il n'est pas question d'y toucher. Il est très possible et très possible d'envisager des gains de productivité pour arriver à diminuer les personnels administratifs, ça sans doute. Voilà, c'était les réponses de Jérôme Gandénon à vos questions, chers internautes, posées par l'intermédiaire de Jean-Baptiste Sémerjian. On vous dit à demain et bonne journée.